Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, merci à toutes et à tous pour votre présence dans cette séance qui est spéciale, une séance à laquelle un nouveau livre sur le Burundi, intitulé Burundi, la nation prise en otage, va être présenté par son auteur, Maître Dieudonné Bachira-Chizé, à qui je présente mes sincères remerciements pour ce travail, un travail qui est très utile à la nation. Il vient de semer une graine, à mon avis, qui va sans doute produire ses fruits pour la nation burundaise, notamment pour les générations futures. Un mot de remerciement aussi s'adresse à vous tous et toutes qui étaient présents, parce que c'est un effort, non seulement vous aviez d'autres occupations, mais aussi c'est un attachement sur la nation burundaise que vous venez de manifester. Les remerciements aussi s'adressent à tous les Burundais, amis du Burundi, qui nous suivent via les réseaux sociaux, notamment via la page Facebook de l'auteur de ce livre, c'est-à-dire la page Facebook de M. Dieudonné Bachira-Chizé. Cette séance de présentation du livre sur le Burundi, qui est intitulé Burundi, la nation prise en otage, va connaître deux grands moments. Le premier moment, sans doute, ça sera la présentation du livre par son auteur. Je pense qu'il aura besoin d'environ 30 minutes maximum pour pouvoir nous parler du contenu, de grandes lignes de la charpente de ce livre. Le deuxième moment sera constitué par une séance interactive de débat, de réflexion, pourquoi pas d'échange de propositions, parce que vous savez que le Burundi est un pays qui traverse plusieurs moments de crise depuis des décennies. Nous pensons qu'on va avoir un bon moment, deux bonnes heures pour pouvoir débattre, notamment autour du contenu qui aura été présenté. Une autre précision peut-être, c'est que il est très important, je sais que parmi vous, vous connaissez déjà l'auteur du livre, mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres qui sont en train de suivre cette séance, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas. Nous pensons qu'il est très important de le présenter brièvement. L'auteur du livre s'appelle Dieudonné Bachira-Chizé, c'est un citoyen burundais, un juste de formation, un avocat qui a déjà exercé dans plusieurs pays et depuis plus d'une décennie. Il est membre du barreau de Bujumbura, mais aussi du barreau du Rwanda. Dans le cadre de la profession d'avocat aussi, il a été vice-président de l'association régionale des barreaux de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire l'ensemble des barreaux des pays membres de la communauté est-africaine, où il était vice-président pour le compte du barreau du Burundi. Non seulement il a été avocat, mais aussi dans sa vie active, il a été membre et surtout président de plusieurs associations de jeunes. C'est-à-dire que son leadership au niveau de la jeunesse s'est déjà manifesté à plusieurs étapes et dans différents lieux, dans différentes activités qu'il a pu exercer. C'est ainsi qu'il a été notamment le président de l'association des étudiants de l'Umuri. C'était une grande association qui rassemblait les étudiants de l'Université du Burundi et qui par la suite malheureusement a été bannie par le régime en place au Burundi. À cette époque même où il était président de l'association des étudiants de l'Umuri, il a été élu comme président de l'ensemble des étudiants qui réunissent les États membres de la CPGL, c'est-à-dire les étudiants ressortissants du Burundi, du Rwanda et du Congo. Bref, vous comprenez d'ores et déjà qu'avec cette brève présentation, c'est quelqu'un qui a incarné un leadership sans précédent. Ceux qui ont été avec lui à l'université, à l'école secondaire, dans d'autres activités professionnelles, elles connaissent des gens très bien.
sans beaucoup prendre beaucoup de temps. Je pense qu'on va bientôt passer au premier moment le plus important de cette activité. Je donne la parole à l'auteur du livre pour qu'il puisse nous faire sa présentation. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Bachia-Gilzé, la parole est à vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur le modérateur. Avant toute chose, j'aimerais présenter ma profonde gratitude pour les gens qui ont bien voulu se déplacer et venir. Ils ont bravé les menaces de cette pandémie qui continue à croître malgré l'engagement du monde au combat. C'est donc un geste extrêmement important de votre part. Je dois aussi présenter les remerciements les plus appuyés pour les gens qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, pour que l'on puisse partager le débat, pour que l'on puisse échanger, car du choc des idées jaillit toujours la lumière. Le livre parle de mon pays, le Burundi. Je vois des amis du Burundi qui sont ici. Je ne sais pas s'ils connaissent le pays. Je vais rappeler en quelques mots c'est quoi le Burundi. Donc je vais essayer de mettre le livre dans son contexte. Le Burundi est un pays, un très beau pays situé dans les grands lacs africains, qui a 27 834 km². Et le pays a été colonisé par l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Le mandat a été confié à la Belgique et le pays va recouvrer sa souveraineté en 1962, le 1er jour. C'est un pays qui a une histoire millénaire. Lorsque les colonisateurs sont arrivés au Burundi, ils ont trouvé une administration bien organisée, de la base jusqu'au sommet. L'harmonie sociale régnait et le pays a un peu étonné les explorateurs qui ont trouvé un pays très bien organisé avec des gens qui avaient le sens de l'État et qui avaient un patriotisme extraordinaire. Je dois rappeler qu'avant que la colonisation ne puisse être une réalité, il a fallu que les Allemands fassent une guerre au royaume pendant 7 ans. Et c'est après 7 ans qu'il y a eu des négociations. Rares sont les pays qui ont dû résister au temps pour se soumettre à la puissance coloniale. Donc, depuis l'indépendance, le pays traverse des moments difficiles, des crises cycliques, sur fond d'une idéologie de génocide d'une part, qui menace à tout moment, sur fond de discrimination, sur fond de guerre civile, à telle enseigne que la population burundaise, dans son ensemble, vit toujours la peur au ventre. On a peur du lendemain, on a peur de son prochain. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi le peuple burundais ne peut pas vivre comme les autres peuples du monde, en paix? Qu'est-ce qui empêche que le pays démarre dans la concorde, dans la fraternité? C'est pourquoi l'introduction, j'ai préféré cette citation d'une écrivaine et poétesse belge qui dit « Nous ne sommes jamais aussi libres que lorsque le présent n'est plus pris en otage par le passé ». Je suis donc persuadé que notre pays est pris en otage par un passé mal pensé, un passé jalonné de crises qui n'ont pas été traitées par la justice, une justice toujours soumise à celui qui est au pouvoir. Et nous allons explorer ensemble ce qui, pour moi, est à l'origine de cette prise en otage et
à la fin, on essaiera de débattre pour voir est-ce que réellement le peuple est pris en otage ou il a été libéré, comme le disent certains. Le livre se veut interrogateur, un peu provocateur. Il y en a certes ceux qui ont vu le titre et qui ont dit, ben mais comment est-ce que tout un peuple peut être pris en otage? Si je place le Burundi dans son contexte, nous tenons cette conférence au moment où, depuis plusieurs années, le pays vit au rythme des violations graves des droits de l'homme. La Commission internationale d'enquête sur le Burundi, qui a été mise en place par les Nations Unies, a qualifié de crimes contre l'humanité les crimes qui sont en cours au Burundi depuis 2015. Mais il y avait eu d'autres rapports avant. Et le fait que l'impunité a été institutionnalisée, ceci fait que les crises perdurent et que la résolution ne se voit pas à l'horizon. Donc, au Burundi, en 2015, pour avoir une idée et placer le livre dans son contexte, il y a plus de 4 radios qui ont été détruites, incendiées par les organes de l'État. Il y a plus de 100 journalistes qui ont été poussés en exil, simplement parce que la liberté d'expression gênait le pouvoir. Il y a eu un demi-million de Burundais qui ont fui le pays. Il y a certes certains qui commencent à venir, mais le gros, plus de 300 000 réfugiés restent toujours en dehors du Burundi parce qu'ils fouillaient la persécution causée par l'intolérance. Le fait d'avoir une idée dissonante devient une source de danger. Il y a plus de 3000 personnes qui ont été tuées. Chaque jour, on ramasse des cadavres dans les rivières, dans les rues. Mais il n'y a pas de poursuite. Donc, c'est mieux qu'on s'interroge pour qu'on essaie d'identifier ensemble le chemin. Le chemin qui pourra nous mener vers d'autres cimes pour quitter cette zone marécageuse dans laquelle on ne cesse de s'enfoncer. Il y a 2 semaines, un parlementaire, simplement parce qu'il a exprimé une idée qui ne plaisait pas au pouvoir, a été écroué. Les radios internationales ont été interdites d'émission sur le territoire national. Parce qu'on veut tout simplement des bénis oui-oui, on veut que l'on chante des éloges du pouvoir, alors qu'un débat constructif est une condition sine qua non pour toute sorte de démocratie. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai bien voulu qu'on lance le débat, j'ai bien voulu qu'on discute. Voilà, ça c'était par rapport à l'introduction. Bien, par la forme du livre. Le modérateur a un peu brossé un tableau de mon petit parcours. J'ai toujours côtoyé des gens qui m'ont confié leurs souffrances. Et jusqu'à maintenant, les gens qui ont partagé leur expérience, ce sont des gens qui sont toujours en vie, les uns sont encore dans les institutions au Burundi. Je ne pouvais pas mettre les noms sur ces personnes. J'ai choisi donc la forme d'un roman historique. Un roman historique qui mélange le réel et le fictif. Les événements qui sont évoqués dans le livre sont des événements qui se sont réellement déroulés au Burundi. Mais les noms ne sont pas de vrais noms, parce que le livre revient sur le parcours d'une génération. Une génération, c'est trop peu. Et c'est pourquoi j'ai choisi la forme de ce livre. En choisissant la forme de son livre, il y a 2 personnages principaux
un Hutu, un Tutsi, qui nouent une amitié sincère depuis leur enfance, qui continuent ensemble, bien qu'ils ont eu des parcours différents. L'un s'est engagé dans la rébellion, l'autre est resté au pays. Souvent, ils échangeaient des correspondances par rapport aux inquiétudes, par rapport à celui qui est dans la rébellion s'inquiétait de voir que l'idéologie prêchée par les rébellions en gestation n'était pas de nature à rassurer un avenir meilleur, même s'ils arrivaient à prendre le pouvoir. Celui qui est au pays s'interrogeait aussi par rapport à la gestion des autorités qui étaient en place. Donc, le livre évolue jusqu'à ce que les rebelles rentrent, les amitiés sont renouées encore. Mais celui qui est rentré de la rébellion commence à constater que ce pourquoi ils étaient censés lutter n'est pas ce qui était en train d'être mis en application. Et progressivement, il a pris ses distances. Il a participé dans les manifestations de 2015. Les manifestations de 2015 furent le premier événement après l'indépendance qui a rassemblé toutes les ethnies du Burundi. Un seul événement politique d'une grande ampleur qui a rassemblé toutes les couches de la population burundaise, toutes les ethnies confondues, tous les leaders en provenance des différentes sphères. Donc ils se sont entraidés, l'un a sauvé la vie à plusieurs reprises l'autre. L'un d'entre eux a même été attrapé, torturé de façon sauvagement, mais il parviendra à gagner l'exil. Le livre se termine alors qu'ils sont en exil et qu'ils continuent et qu'ils commencent maintenant à identifier ce qui a poussé. Ils se demandent qu'est-ce qui a fait que, après autant d'années, on ne parvient pas à avancer. Et ils s'interrogent sur la façon de quitter ce bourbier, sur la façon de contribuer en vue de faire du Burundi un havre de paix. Le livre donc est constitué par un dialogue permanent entre ces deux individus. Le livre donc se veut comme un message appelant à la fraternité, un message appelant à l'unité, un message tout de même qui critique l'élite qui a été incapable jusqu'à maintenant à tirer le pays vers le développement socio-économique. C'est un livre interrogateur, mais qui essaie, mine de rien, d'identifier les différentes raisons qui pourraient justifier effectivement ce marasme ambiant qui se renouvelle avec le temps. Pourquoi donc avoir choisi d'écrire un livre? Je viens d'un pays où, généralement, la tradition orale est très répandue. Il y a des contes, on raconte des contes aux enfants depuis le début. Chacun raconte à son enfant ce qu'il veut lui raconter. Et le jour venu, il s'en va sans beaucoup écrire. Pourtant, nous avons beaucoup d'intellectuels. Il y en a certes beaucoup qui ont écrit. Je dois reconnaître la présence des auteurs qui ont déjà écrit depuis longtemps, mais ce n'est pas très répandu. Je voulais donc penser, contribuer dans le raisonnement. Lorsqu'on a un malade qui vient de passer 60 ans en convalescence, c'est très normal qu'on pense au diagnostic. Chacun diagnostique de sa façon, l'autre diagnostique à sa manière, mais c'est mieux qu'il y ait ce débat permanent pour que les choses puissent changer. Il y a donc cette volonté de donner une modeste contribution dans ce vaste projet, de relever un pays. Il y a le rejet du silence face au marasme, face à l'intimidation. Il faut qu'on continue à prendre la parole. Il faut qu'on continue à s'exprimer. Il faut qu'on respecte la parole de l'autre et il faut qu'on s'écoute mutuellement.
J'ai voulu aussi, plutôt que d'aller dans les bibliothèques, chercher des archives, faire des recherches académiques, j'ai voulu interroger la vie quotidienne des Burundis des années 80, ce qu'ils voyaient, pour faire ce cheminement jusqu'à aujourd'hui et évaluer finalement son parcours. Donc, je voulais aussi un peu immortaliser certains événements pour une transmission aux générations futures, pour qu'elles en tirent des leçons constructives dans la vie. Maintenant, je ne vais pas tout vous expliquer pour vous ravir la volonté d'acheter le livre et de le lire. C'est pourquoi je vais être très sommaire. Et je vais vous partager le plan de l'ouvrage. Il y a 4 chapitres. Le premier chapitre évoque l'enfance, l'innocente enfance et la pédophasade. Les années 80, lorsqu'on commençait à peine de prendre conscience de notre existence, on voyait qu'il y a la paix partout, comme on le chante maintenant. Mais nous étions assis sur un volcan qui n'a pas tardé à exploser. Donc, dans ce chapitre, on essaie de se souvenir des signaux qu'on pouvait alors intercepter à l'époque. On revient même sur la façon dont la haine avait été si minutieusement véhiculée, au point que même parmi les enfants, on pourrait y trouver des signaux. Je reviens sur... le livre essaie de replonger le lecteur dans son passé du Burundi, au moment où il y avait de grands projets, au moment où le Burundi se développait sur le plan économique, mais s'interroge aussi sur la gestion sociale et sur les défis qui étaient toujours là, même si ce n'était pas aussi facile de s'exprimer aussi. Il y a l'hospitalité des Burundais, la solidarité au travail. Je reviens sur la lutte permanente entre la modernité et la tradition. Il y a une certaine rupture entre l'élite et la base. Il y a cette impression que les gens qui fréquentent l'école, à un certain moment, ont dans leur esprit une vision occidentale de la vie. Donc, dans ce livre, il y a 2 vieux qui s'intéressent.